L'argent que tu investis, tu considères que c'est de l'argent que potentiellement tu peux perdre en fait, c'est ça? Complètement. Rendement garanti, ça veut dire que tu gagnes pas d'argent. Si quelqu'un t'appelle et te dit j'ai un placement garanti à 6, 7, 8%, raccroche, c'est une arnaque. Tu signes le premier CDI, tu touches ton premier salaire, tu mets 150 € de côté. Tous les mois suivants, pendant 43 ans, tu investis 150 € en bourse. Même si tu avais zéro patrimoine au départ, tu auras plus d'1 million à la fin. Mounir, bienvenue dans Moitié-Moitié. Salut Guillaume. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Merci de me recevoir. Récemment, j'ai fait une petite vidéo sur ta chaîne aussi qui a plutôt bien marché. Qui a très bien marché. Et moi, je te suis depuis longtemps. Mounir, CEO de Finari. Finari, donc si tu devais le décrire en 2 mots, c'est... App de gestion de patrimoine. App de gestion de patrimoine. Ouais. Donc t'aides les gens à s'enrichir globalement. Exactement, je t'aide à t'enrichir. J'aime bien. Ça me parle beaucoup. Ça te parle, ouais. Le concept du coup de moitié-moitié. La moitié du temps, je vais te poser des questions. L'autre moitié, tu vas pouvoir me poser des questions. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse, vu que toi, tu es vraiment l'expert des finances personnelles et du coup de l'investissement de façon générale, j'ai pas mal de questions du coup pour toi autour de l'investissement. Ma première, est-ce qu'il faut se faire accompagner ou déléguer la gestion de ses finances? Ou est-ce que en fait, c'est possible de gérer tout seul? Alors, si tu te fais accompagner ou tu délègues, le risque, c'est que tu tombes sur des charlatans. La réalité, c'est que la majorité des gens qui te conseillent, c'est des gens qui sont commissionnés sur ce qu'ils te vendent. Donc, ils te disent... Regarde Guillaume, ce produit, il est magnifique, mais par contre, ils prennent 10% de com dessus. Les produits, généralement, qui sont les plus intéressants, il n'y a pas de commission dessus. Donc, ils vont jamais t'en parler. Okay. Donc, tu peux te faire accompagner, ça peut être intéressant, mais la réalité, c'est que le mieux, c'est d'investir 1 heure de ton temps et de regarder mes vidéos, de lire un livre, juste de te former, tu vois, pour comprendre des notions de base. Et vu que c'est quand même pas évident et qu'il y a plein de concepts, en gros, dans Finari, on a mis vraiment une feuille de route qui va te guider pas à pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que une fois que tu vas l'explorer, tu vas dire, en fait, ça va, tu vois. Et à ce moment-là, tu peux décider que finalement, ça t'intéresse pas et que tu vas prendre un conseiller. Mais par contre, tu vas comprendre ce qu'il va te dire et donc tu vas pouvoir dire ça oui, ça non. Mais l'important, c'est de comprendre avant de prendre ce genre de décision. Donc en gros, dans Finari, ça me permet un peu de décoder potentiellement tout le langage des gestionnaires de patrimoine ou autre, c'est ça? Exactement. Et en fait, tu as vraiment un conseiller dans l'app, sauf que le conseiller, il est 100% objectif. Okay. Il n'a rien à te vendre, il a juste envie de te donner de la valeur. En fait, c'est un arbre de décision géant, donc tu vas répondre à des questions, on va te demander combien tu gagnes, on va te demander ce que tu fais, etc. Si tu as tel type de placement. Et en fonction de tes réponses, on va te guider, on va t'expliquer ce qu'on fait, et on va te mettre des vidéos qui vont t'expliquer à chaque fois, vraiment dans le détail, si tu as envie de creuser le sujet. Et ça va vraiment te permettre de tout dérouler, et tu te rends compte qu'en fait, en 1 heure, tu peux couvrir énormément de terrain. Donc, si vous connaissez rien, vous pouvez passer de noob absolu, de débutant, vous êtes dans l'ombre, vous comprenez pas ce qui se passe, à voir la lumière. Et finalement, c'est relativement simple. Ce qui est assez fou, c'est que la finance, tu vois, ça paraît compliqué. On voit des traders dans des salles de marché et tout. Toi, tu l'as vécu. C'est assez simple au final, si on met les bonnes choses bout à bout. Et du coup, parce que peut-être que les gens, ils se posent la question. Toi, tu dis, les gestionnaires de patrimoine, en gros, ils vont potentiellement pousser des produits sur lesquels ils sont rémunérés et tout. Mais vous, comment vous faites de l'argent, en fait? Est-ce que c'est un... Tu vois, parce qu'on peut toujours se poser la question, en gros... T'as raison, ouais. C'est hyper important. Tu vois, typiquement, Google, c'est gratuit. Ouais. En même temps, ils vendent tes données. Exactement, donc, bon, c'est un modèle... Tout le monde doit manger, quoi, tu vois. Enfin, c'est normal de... Tout le monde doit manger. Bon, eux, ils mangent très bien. Ils mangent du caviar tu vois, tous les jours. Mais en gros, nous, notre modèle, il est hyper simple. Okay. C'est tu t'abonnes à l'app et tu as accès à toutes les fonctionnalités premium. Okay. Et l'abonnement, tu vois, il coûte une dizaine d'euros par mois. Si tu t'abonnes pas, tu as accès à une version gratuite qui est assez limitée. Okay. Mais donc, c'est assez simple, tu vois, quelque part. Tu t'abonnes, tu nous envoies de la force, bah nous on réinvestit ça dans le produit, on peut payer plus de gens pour faire un produit qui est plus qualitatif. Mais du coup, on n'a aucun intérêt en fait à te vendre quoi que ce soit. On va juste te dire les faits. Et après, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aussi investir via l'app, mais ça c'est complètement indépendant, c'est toi qui décides. Mais la vision vraiment, c'est que tu es une app où tu peux suivre tes investissements, tu peux recevoir des conseils et après tu peux investir. Et si ça te plaît, tu t'abonnes, si ça te plaît pas, bah en fait tu payes pas. Et dans ce cas-là, juste tu n'auras pas accès à toutes les fonctionnalités. Très cool. Si tu devais donner un conseil, genre un peu le conseil ultime en investissement, ça serait quoi? Le conseil ultime, franchement, il est hyper simple, c'est faut investir le plus tôt possible et régulièrement. Je vais donner un exemple tout bête, tu vois. En France, la durée légale de travail pour débloquer la retraite, c'est 43 ans. C'est long. C'est très très long, 43 ans. Si le premier jour, tu vois, tu signes ton premier CDI, tu as 22 ans, tu sors des études, tu signes le premier CDI, tu sors de l'Empire, t'es refait, tu touches ton premier salaire, tu mets 150 € de côté. Ouais. Tu l'investis en bourse. On pourra parler de qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Tu l'investis en bourse. Et que tous les mois suivants, pendant 43 ans, tu investis 150 € en bourse, même si tu avais zéro patrimoine au départ, tu auras plus d'1 million à la fin. Tu auras à peu près 1,1 million d'euros. Et ce qui est dingue, c'est que tu auras mis, toi, de ta poche,
à peu près 77 000 euros, donc chaque mois 150 euros. Ouais. Et en fait, le reste, c'est les intérêts composés qui auront produit de la richesse. C'est vraiment ton argent qui aura travaillé pour toi. Donc c'est dingue, tu vois. Donc tout le monde peut devenir millionnaire à condition d'investir que 150 euros. La réalité, c'est que ton salaire, il va augmenter, tu auras de plus en plus de moyens. Donc tu pourras peut-être investir 200, 300, 400 euros. Et donc là, l'effet, il est exponentiel. Mais vraiment, juste ce réflexe tout bête, il permettrait à tout le monde d'être millionnaire. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut le faire le plus tôt possible, donc dès 18, 20 ans et régulièrement, tous les mois. Et du coup, cette somme de 150 euros, comment tu la définis? Est-ce que c'est toi, tu prends un pourcentage de ton salaire? Comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre? Ou décider si c'est 150, 100 ou plutôt 500 ou 1000? Ah, t'as raison, c'est une bonne question. Tu vois, on dit habituellement, c'est un pourcentage de ton revenu net. Donc, une fois que tu as payé tes impôts, qu'est-ce que tu peux mettre de côté? Un modèle que j'aime bien, c'est 50% de ton revenu net, bah, tu le mets pour vivre. Ouais. Tu as besoin de te loger, tu as besoin de te nourrir, tu as besoin de te chauffer. 30%, c'est pour te faire plaisir. Tu as envie d'aller au resto peut-être avec tes potes. Tu as envie de sortir un petit peu, de partir en voyage. Et 20%, c'est de l'épargne. Et donc, tu vois, dans ce cas-là, on serait sur quelqu'un qui aurait un petit revenu en réalité. Mais avec ça, il pourrait déjà mettre de côté. Et donc, si tu gagnes 5 000 euros, tu peux mettre beaucoup plus de côté. Tu peux mettre 1 000 euros de côté. Donc, cette somme-là va augmenter. Mais le taux d'épargne, c'est vraiment important. Ce qui compte, c'est pas vraiment combien tu investis, c'est quel pourcentage de ton revenu tu mets de côté. Du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas forcément dans quoi investir, tu leur recommandes quoi? En fait, il faut s'imaginer que le patrimoine, c'est une pyramide. Je suis pas un Illuminati, hein, c'est juste un concept qui parle assez bien. Une pyramide, tu l'as construit de base en haut. Et donc, la première décision que tu vas prendre, c'est que tu vas poser un socle. Et ton socle, c'est ton matelas de sécurité. C'est ce qui te permet de dormir tranquillement la nuit. Demain, tu perds ton emploi, tu as un coup dur, tu as besoin de partir en urgence quelque part, il te faut 1 000 euros, bah c'est le matelas qui va te permettre de couvrir ça. Et donc, en gros, tu vas regarder combien tu dépenses en moyenne, tu vois. Tu vas regarder sur les 3 à 6 derniers mois, combien tu as dépensé chaque mois. Et on va dire que tu as dépensé en moyenne 2 000 euros par mois. Dans ce cas-là, ton matelas de sécurité, il faut qu'il fasse de 3 à 6 mois de dépenses. Donc, tu vois, de 6 000 à 12 000 euros. 6 000 si tu es quelqu'un qui est plutôt détendu, tu n'es pas très stressé par la vie. Et les 12 000 si tu es vraiment quelqu'un qui est assez stressé et qui, tu vois, a une peur de manquer. Ce qui est complètement normal, c'est pas grave. Cette somme-là, tu vas la mettre où? Tu vas la mettre sur ton livret A. Le livret A, le plafond, il est à 22 950 euros. Donc, tu es large. Tu peux l'ouvrir n'importe où. Le taux, il est 3% en ce moment. Tu vas pas gagner d'argent, mais tu vas pas en perdre. Et le jour où tu en as besoin, c'est dispo tout de suite. Et là, ça, c'est la base de ta pyramide. Après, tu remontes d'un étage. Et là, tu as les 2 moteurs du patrimoine, la bourse et l'immobilier. Je pense que tu les connais bien tous les deux. La bourse, en fait, c'est super simple. Tu ouvres un PEA, un plan épargne en action. Tu peux l'ouvrir chez ta banque en ligne. C'est mieux de l'ouvrir dans une banque en ligne que dans une banque de détail en général parce que les frais sont beaucoup plus bas. Qu'est-ce que tu appelles banque de détail? Banque de détail, c'est la banque qui est au coin de la rue, tu D'accord. vois, avec une agence. La banque en ligne, bah, c'est la banque plus moderne. Et généralement, vu qu'ils ont une structure de coût qui est beaucoup plus faible, ils peuvent te proposer des frais beaucoup plus attractifs. Ok. Et donc, tu peux aller sur Internet, tu tapes meilleur PEA, Ouais. et là, tu verras plein de propositions. Tu prends le PEA le moins cher, et là, tu mets une chose dedans, un ETF MSCI World. Donc, ça fait beaucoup d'acronymes d'un coup. Ouais. Mais en gros, c'est un fonds. C'est comme une playlist Spotify, si tu veux. Son seul job, ça va être d'acheter les 1500 plus grosses sociétés du monde. Total, Apple, Nvidia, LVMH. Elles vont toutes être dedans. Et donc, en fait, ta playlist, elle va se mettre à jour automatiquement tous les mois. Toi, tu n'as rien à faire. Tu investis régulièrement un montant sur ton ETF MSCI World. Et en moyenne, la performance du MSCI World, c'est 8% par an. Okay. Donc, c'est énorme. C'est vraiment une performance incroyable. Et tu n'as pas besoin de savoir s'il faut acheter plutôt telle entreprise ou telle entreprise. Tu les achètes toutes. Donc, tu fais ça d'un côté. Tous les mois, tu contribues. Et de l'autre côté, tu peux faire de l'immobilier. Et là, la question un peu à se poser, c'est est-ce que tu as envie d'acheter ton appartement ou pas? Si tu n'as pas envie d'acheter ton appartement, tu achètes des biens pour faire de la location. Tu achètes des apparts que tu vas louer. Je trouve ça plus intéressant personnellement parce que tu génères des loyers qui vont te permettre de rembourser l'emprunt que tu as contracté pour acheter l'appartement. Et si par contre tu dis moi je préfère avoir mon appartement à moi, bah, tu achètes ton appartement. C'est un peu une décision philosophique, c'est très personnel. Mais déjà si tu as fait le matelas de sécurité, la bourse, l'IMO, t'es très bien parti. Et en bonus, je dirais, tu peux faire de la crypto. Et là, tu peux acheter Bitcoin, Ethereum, tu vois. Tu fais un investissement programmé tous les mois aussi. Mais avec ça, tu te fais un patrimoine qui est extrêmement solide et qui va vraiment te permettre de construire de la richesse. Et où du coup, tu as les risques qui sont un peu mitigés, quoi, c'est ça? Ouais, le terme clé ici, c'est diversification, tu vois. Je pense qu'on le répète tout le temps. La bourse, ça peut monter, ça peut descendre, mais sur le long terme, ça monte très fortement. Ça monte plus vite que l'immobilier. On dit en France que l'immobilier, c'est super rentable. En réalité, la bourse est plus rentable que l'immobilier. Et effectivement, la pierre, elle est beaucoup plus stable. Ça monte plus doucement, mais par contre, ça baisse quand même beaucoup plus rarement. Ça peut baisser, mais doucement, tu vois. Tu as d'autres désavantages. Donc c'est bien, tu vois, tu contrebalances l'un et l'autre. Et la crypto, c'est un peu
c'est un peu ton chien fou. Bah, tu l'as vu, Bitcoin à plus de 100 000 euros, ça peut vraiment partir très haut, mais en même temps, ça peut partir très bas, très vite. Ouais. Mais vu que c'est une petite partie de ton patrimoine, on va dire 5 à 10%, au final, tu auras au mieux une très bonne surprise et au pire, tu auras perdu un petit peu, mais ça ne te mettra pas en difficulté. Et du coup, l'argent que tu investis, tu considères que c'est de l'argent que potentiellement tu peux perdre, en fait, c'est ça? Complètement. Il faut que tu te mettes ça dans la tête, en fait. Les gens qui disent rendement garanti, bah, c'est simple. Rendement garanti, ça veut dire que tu gagnes pas d'argent. Ou c'est une arnaque. Okay. Mais en gros, le livret A, le rendement est garanti. Du coup, tu ne gagnes pas d'argent. Tu as un taux d'intérêt, donc 3% par an. Mais en fait, ce taux d'intérêt, il est inférieur à la hausse des prix. Ouais. Donc en fait, tu gagnes de l'argent, mais tu perds du pouvoir d'achat. Sur le long terme, tu perds du pouvoir d'achat avec une probabilité de 100%. Donc il faut que tu fasses mieux que la hausse des prix pour gagner du pouvoir d'achat. Et donc ça, c'est que la bourse, l'immobilier, la crypto et d'autres placements qui peuvent le faire. Si quelqu'un t'appelle et te dit j'ai un placement garanti à 6, 7, 8%, faut éviter. C'est une arnaque. Ok. Et là, tu as rementionné les ETF. Quand j'étais venu sur ta chaîne, qu'on avait fait un peu l'analyse de mon patrimoine, tu m'en avais parlé aussi. Pourquoi est-ce que tu mets autant en avant les ETF? Parce qu'en fait, tu vois, toi, tu es entrepreneur, tu le sais, c'est super difficile de réussir à monter une belle boîte. Et donc, il se trouve que nous, les particuliers, on peut tous acheter des parts de toutes les sociétés qui sont cotées en bourse. Donc, il y a la bourse de Paris, la bourse de Londres, la bourse de New York. Donc, on peut devenir actionnaire de Apple, Nvidia, on peut devenir actionnaire de tous les produits qu'on utilise, même Spotify. C'est juste super difficile de savoir si demain, Spotify ou Apple, ils seront encore aussi populaires. Et dans 10 ans, on n'en sait absolument rien. Donc, au lieu de dire je vais acheter une entreprise et je vais tout miser là-dessus, je vais plutôt acheter la playlist, donc toutes les entreprises qui font l'économie mondiale, avec le MSCI World, les 1500 plus grosses entreprises. Et je ne vais pas prendre cette décision-là. Et on voit que sur le long terme, en général, les gens qui achètent un ETF font mieux que les gens qui achètent des titres particuliers. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de gagner de l'argent, mais quand tu débutes dans l'investissement, moi je recommande de faciliter et de simplifier vraiment la gestion. Et donc l'ETF, c'est en mode pilote automatique, tu as des frais qui sont hyper bas, et c'est super simple. Et d'ailleurs, l'ETF, tu peux aller voir ton conseiller banquier et tu peux lui demander ce qu'il en pense. Il va te dire c'est nul. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas commissionné dessus. Il ne gagne pas d'argent quand il te les vend. Donc forcément, il ne va jamais t'en parler. Pourquoi est-ce que les gens, selon toi, ils essayent un peu de boursicoter parfois ou de battre le système ? Est-ce que tu as le feeling que c'est un peu comme le gars qui commence à jouer au casino, qui voit que ça marche et qui d'un coup prend la confiance et qui se dit qu'il est le maître du monde ? Ou c'est quoi le rationnel derrière ? C'est la dopamine. C'est excitant. C'est excitant de se dire j'achète quelque chose et je vais faire plus 10, plus 20, plus 50%, x2, x3, x10. Je peux potentiellement devenir riche. C'est un peu le truc du ticket de loto. Je suis à un ticket de devenir millionnaire. Mais la réalité, c'est que c'est très compliqué. Et donc, ce qu'on recommande sur les ETF, c'est un peu notre philosophie en général sur Finari. Finari, il faut vraiment que tu le vois comme un espèce de GPS. Nous, tu vas nous dire ta destination. Par exemple, l'indépendance financière, beaucoup de gens veulent devenir indépendants financièrement. Tu nous as donné ta destination, tu la rentres dans Finari. En fait, nous, on va te guider vers la destination en te faisant passer par les bons produits, les ETF, mais il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes. Et surtout, en te faisant éviter les pièges, parce que c'est les pièges qui coûtent cher. Quand tu parles d'indépendance financière, ça veut dire quoi concrètement ? L'indépendance financière, c'est simple, c'est pouvoir choisir quand tu travailles, comment tu travailles, avec qui tu travailles. Ça ne veut pas dire arrêter de travailler, mais c'est plutôt être libre. Donc, concrètement, c'est que tu as assez d'argent pour couvrir tes besoins, donc ton loyer, tu vois, sortir au resto, etc. Mais tu n'es pas contraint d'aller au bureau. Okay. Et tu vois, ça change complètement ton état d'esprit. Je pense que toi, tu es bien placé pour le savoir. Du coup, tu travailles limite par plaisir. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que en fait, les gens ne veulent pas partir à la retraite. Ils ne veulent pas arrêter de travailler. Ils veulent juste peut-être un peu moins travailler ou que faire certaines missions ou que travailler avec certaines personnes. Et ça, quand tu es indépendant financièrement, bah, tu fais ce que tu veux. Et donc, ce qu'on voit beaucoup sur Finari, c'est des gens qui sont indépendants financièrement et qui vont travailler à mi-temps ou qui vont être freelance. Et franchement, c'est une chance de dingue. Ouais, c'est le rêve. Tu as le patrimoine qui te permet de vivre la vie dont tu rêves déjà, mais tu continues à travailler parce qu'intellectuellement, c'est stimulant. Moi, demain, quand je serai indépendant financièrement, bon, bah, tu vois, alors on peut considérer que je le suis déjà, mais pour autant, je travaille parce que, en fait, ça me fait kiffer, tu vois, ça me plaît. Je travaille avec des gens qui sont intéressants. Je change la vie des gens aussi qui utilisent Finari. C'est trop bien. Mais le jour où j'ai plus envie, en fait, tu vois, ma vie, elle changera absolument pas. Et ça, c'est parce que j'ai fait les bons placements en amont. En parlant de placement, du coup, moi, j'ai pas mal de potes, tu vois, qui gagnent de mieux en mieux leur vie. Ouais. Et pourtant, ils épargnent pas plus, tu vois. Bah ouais. Ou pas même. C'est quoi, du coup, le conseil que tu leur donnerais ? En fait, le conseil, c'est de toujours avoir un décalage entre tes hausses de revenus et l'amélioration de ton style de vie. Donc, tu vois, typiquement, demain, tu as une augmentation, tu passes de 3 000 à 4 000 euros. Truc de dingue. Franchement, c'est déjà bravo. Bien joué. Félicitations. Félicitations. Tu as bien travaillé.
Maintenant, la pire erreur à faire, c'est de dire, bon, bah, naturellement, au lieu de prendre le métro, maintenant, je vais prendre les Uber. Et tu vois, d'ajuster ton style de vie à la hausse. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de la journée ou à la fin du mois? Bah, au final, tu auras toujours aussi peu épargné, même si tu as gagné plus. Et ce que je vois aussi beaucoup, c'est que souvent, tu vois, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Moi, j'ai comme toi plein d'amis qui sont extrêmement bien payés. Et en fait, quand tu regardes, à la fin du mois, tu fais le bilan avec eux, et ben il n'y a rien. Il reste zéro. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils ont augmenté leurs revenus, et ben, ils ont augmenté leurs dépenses. Ça ne veut pas dire que tu peux pas te faire plaisir, tu vois. Moi, j'aime bien introduire le concept du décalage d'un an. Tu viens de te faire augmenter, fais-toi peut-être un petit kiff, tu vois. Fais-toi plaisir, va au resto, invite tes potes et tout. Faites ça. Mais après, tu changes rien. Pendant un an, tu changes rien. Et après, progressivement, t'introduis des petites hausses. Parce qu'en fait, dans un an, probablement, tu auras une autre hausse de salaire. Et donc, tu as du retard. Et l'autre truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout de suite épargner. Donc, tu vois, toi, tu es payé le premier jour du mois. En fait, la première chose à faire, c'est de te payer toi-même. Et quand tu te payes toi-même, eh ben, t'épargnes. Donc, tu es payé le premier du mois, le 2 du mois, tu mets en place un virement automatique. Ouais. Le virement, il part sur tes comptes d'épargne, ton PEA, ta crypto, ton immobilier. Et en fait, tu viens de te payer toi-même. Tu viens de donner de l'argent à ton toi du futur. Donc, tu te prives un petit peu maintenant pour avoir une vie qui est beaucoup plus agréable plus tard. Et ce qui est génial, c'est que tu ne peux pas dépenser l'argent que tu ne vois pas. Donc, si tu fais un virement automatique de 500 € tous les mois, en fait, naturellement, tu vas voir, c'est magique. Tu sais, c'est comme la valise. La valise, quand tu fais tes bagages pour partir en voyage, en fait, naturellement, tu vas t'ajuster à la taille du contenant. Donc, s'il te reste plus que 2000 €, bah, tu vas réussir à vivre avec. Alors après, il ne faut pas que tu ailles en dessous d'un certain seuil. Mais c'est vraiment assez magique et donc, tu ne peux pas dépenser l'argent que tu ne vois pas. Donc, plus tu vas automatiser tes investissements, moins tu vas devoir faire des actions manuelles, plus ça va être simple. Et tu parlais du coup du futur toi, mais pour les gens qui sont typiquement à la retraite, est-ce que c'est mort pour eux ou tu as d'autres conseils? Non, franchement, c'est pas mort pour eux du tout. Tu vois, sur ma chaîne, j'analyse des patrimoines, j'ai fait des retraités. En fait, les retraités, ils peuvent encore faire plein d'ajustements. Il y a un truc tout bête, c'est que quand tu es retraité ou quand tu es un peu plus âgé, tu te dis comment je vais pouvoir transmettre mon patrimoine. Mais en fait, il y a deux options. C'est soit tu es amoureux de l'État français et du fisc, dans quel cas tu fais rien, pas de problème, mais tu leur feras un très beau cadeau à ton décès. Soit tu te concentres un petit peu et tu vas voir un notaire où tu utilises Finari parce qu'on traite aussi ce sujet-là. Et en fait, tu fais des donations, tu fais des petites choses, tu fais une assurance vie. Et avec ça, tu vas pouvoir économiser des millions d'euros d'impôts si tu as un patrimoine un peu important. Et même si tu as un petit patrimoine, en réalité, tu vas pouvoir économiser des milliers d'euros. Et donc, la question à te poser, c'est est-ce que tu préfères donner cet argent à tes proches ou tu préfères le donner à l'État? Pour moi, le calcul, il est vite fait. C'est clair. Ma dernière question, on va arriver en 2025. C'est quoi la nouvelle vague qu'il faut surfer? Alors la nouvelle vague, c'est la vague qu'il fallait surfer hier, tu vois, et qu'il fallait surfer ces 100 dernières années, c'est-à-dire la pyramide patrimoniale, la bourse, l'immobilier, la crypto. Et tu vois, je vois souvent des gens qui débutent dans l'investissement et qui me disent « Est-ce que l'année prochaine, c'est pas la crise ? Est-ce que l'année prochaine, c'est pas la fin du monde? Est-ce que Donald Trump, il va pas faire ci? Est-ce qu'en France, il va pas se passer ça ?» Moi, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas si t'en as une au bureau. Voilà, personne n'en a. Les gens qui disent qu'il va se passer ça, c'est des charlatans, en gros. Ce qui est sûr, c'est que pour la bourse, je vais te donner un exemple tout bête. Si tu avais été investi, en gros, tous les jours entre 2000 et 2024 dans la bourse française, tu aurais fait une certaine performance qui est assez impressionnante, 8% par an. Donc c'est énorme, tu vois, sur 24 ans. Si tu avais raté les 10 meilleurs jours en bourse, tu aurais fait une performance inférieure de 50%. Si tu as raté les 40 meilleurs jours en bourse, là, tu as fait une performance négative. Donc en gros, sur 24 ans, il y a 10 jours qu'il ne faut pas rater. Donc tu vois, il y a cet adage qui dit « Time in the market beats timing the market ». Donc ne vous posez pas la question de savoir s'il faut acheter, vendre, si ça va être la crise demain. Il y aura toujours des crises, il y en a déjà eu dans le passé. Il y aura toujours des guerres, malheureusement, il y en a toujours eu dans le passé. Mais sur le long terme, la bourse, ça marche. Sur le long terme, l'IMO, ça marche. Et si tu rates les meilleurs jours, en fait, tu te fais exploser. Donc investis régulièrement, tous les mois, dans des ETF. Si tu as envie d'acheter des petites actions sur le côté parce que tu adores Nvidia, tu adores Apple, pas de problème, mais fais une petite partie. Achète ton appartement ou achète des biens locatifs, fais un peu de crypto. Et après, mon gars part à la plage et profite de la vie, tu vois. Super cool. Bon, Guillaume, du coup, je prends le mic. Je trouve que toi, t'es vraiment hyper inspirant pour fixer des objectifs hyper ambitieux, les atteindre, et tu as démontré que là, sur ces 10 dernières années, bah, t'avais cartonné. Du coup, à quel point il faut être réaliste quand on se fixe des objectifs? Je pense en fait, moi, qu'il faut être un petit peu irréaliste. L'étymologie du mot réaliste, ça vient du latin realis. En gros, c'est relatif aux choses matérielles qui existent. Et pour qu'un objectif, tu vois, il soit ambitieux, tu dois accomplir quelque chose que tu pensais pas pouvoir accomplir à la base. En quelque sorte, quelque chose d'irréel un peu, tu vois. Et je pense que quand on se fixe un objectif, faut avant tout, tu vois, penser à la personne qu'on va devenir en atteignant cet objectif. Est-ce que devenir millionnaire, typiquement, vu qu'on parlait d'argent, ça va te rendre plus heureux? Je pense pas, tu vois.
Mais est-ce que devenir millionnaire quand tu es un entrepreneur, ça va faire de toi une personne du coup qui maîtrise un sujet et qui a appris plein de compétences essentielles comme savoir comment faire de l'argent par exemple? Bah, ça, je pense que c'est stylé, tu vois. En gros, je pense qu'il faut toujours optimiser nos décisions de vie en fonction de la personne qu'on devient. Trop souvent, on reste focalisé, tu vois, sur le statut. Je pense qu'on l'a vu, tu vois, avec des collègues d'école, tu vois, qui sont là, je travaille pour tel ou tel groupe, ou ce qu'on peut voir sur Internet, je porte tel ou tel vêtement, je conduis telle ou telle voiture. Alors que selon moi, on devrait mettre vraiment toute notre énergie sur ce que j'appelle la substance. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai appris et qui est-ce que je deviens? Et donc, avec des objectifs irréalistes, très souvent, on peut se surprendre à devenir une personne qu'on n'aurait jamais pouvoir penser de devenir. Comme disait le fameux Oscar Wilde, visez toujours la lune parce que même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles. Amen. Tu l'as dit, tu peux faire de l'argent en faisant de l'entrepreneuriat. Toi, tu es devenu multimillionnaire avant 30 ans. Donc déjà, well done. Merci. J'espère que du coup, tu investis bien cet argent. Allez voir sur Allez la chaîne voir la pour vidéo, pour voir ce qu'il a fait. Tu es devenu multimillionnaire. Et tu as accès à des nouvelles sphères, ça t'ouvre des portes, il y a un peu... En fait, tu débloques un niveau caché, quoi. C'est vrai que les riches sont entre eux. Donc, tu rencontres des gens qui sont ultra riches. Est-ce que tu ressens de la jalousie vis-à-vis d'eux? C'est une bonne question. En fait, je me suis rendu compte qu'il y aura toujours quelqu'un qui, sur le papier, tu vois, est plus accompli que nous, qui a fait plus d'argent, plus vite, dans de meilleures conditions. Mais par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a toujours une partie de l'histoire. Donc, on ne peut pas être responsable de l'image que les autres ont de nous dans leur tête et vice-versa, tu vois. Parce qu'en fait, c'est souvent juste une image partielle. Donc pour moi, la jalousie, elle est souvent basée, quand tu y penses, sur des éléments qui sont assez fictifs, ou en tout cas partiels, tu vois. Par contre, la jalousie, je pense pas que ça soit négatif. Au contraire, tu vois. Si tu regardes un peu l'école et tout ce qu'on nous a appris depuis le plus jeune âge, le dicton classique, c'est la jalousie est un vilain défaut. Donc tout le monde essaie en fait de se cacher et de cacher le sentiment de jalousie un peu par honte. Alors que je pense qu'on pourrait s'en servir. Parce que la jalousie, en fait, ça t'indique ce que tu aimerais avoir ou qui tu aimerais être au plus profond de toi. Donc, au lieu d'essayer de taire un peu ce sentiment, je pense que c'est important de se poser la question de savoir comment est-ce que la personne dont on est jaloux a fait pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et essayer après, potentiellement, de l'appliquer à nous-mêmes, de se poser la question quel sacrifice est nécessaire, tu vois, pour que je puisse faire exactement pareil. Et puis, si tu consacres aussi tellement de temps à ton amélioration personnelle, bah en fait, t'en auras plus, tu vois, pour critiquer les autres. Ce qui est, selon moi, tu vois, la partie en fait la plus négative de la jalousie. C'est assez vrai. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu regardes le résultat final, typiquement pour quelqu'un qui a extrêmement bien réussi, c'est que tu vois pas les galères. C'est clair. Toi, tu as lancé l'Emlist, ça a cartonné, et aujourd'hui, la boîte vaut plus de 150 millions d'euros. Génial! Sauf que, tu l'as dit plusieurs fois, et tu me le disais encore juste avant qu'on commence à enregistrer, tu as eu des galères de fou, tu as failli mourir. Enfin, pas toi, mais la boîte, elle a failli mourir à 3 reprises. Comment on fait pour garder le cap, pour rester positif quand il n'y a vraiment rien qui va? Je pense que le premier point, c'est d'avoir la bonne perspective sur ce qu'est une boîte, tu vois. Monter une boîte, c'est une succession de galères. Peu importe ce qu'on voit, tu vois, sur les réseaux sociaux, les boîtes qui réussissent le mieux, selon moi, c'est pas celles qui ont le moins de galères, c'est celles qui ont réussi à gérer ces galères le plus rapidement possible. Un exemple, tu vois, qu'on peut prendre, c'est typiquement Uber. Uber, il y avait des lois qui avaient été créées qui interdisaient le fait qu'il y ait des chauffeurs qui viennent comme ça et qui fassent le rôle de taxi, parce qu'il y a des licences de taxi. Ils ont eu des procès dans toutes les villes du monde. Ils ont eu des procès dans toutes les villes du monde, mais en fait, ils ont réussi à régler chaque galère et aujourd'hui, ça reste une boîte, tu vois, mondialement connue, très profitable et qui a milliards, je pense. Voilà, qui a une valorisation assez cool. Mais je pense du coup que, en fait, plus tu te mets dans ce mindset de résoudre tes galères, plus tu t'y habitues. C'est un peu comme un muscle, tu vois, que tu vas développer à l'expérience. Je pense que la première fois, tu vois, qu'on a eu une galère avec la boîte et que je me suis dit que la boîte allait fermer, bah en fait, j'ai sûrement pas dormi, tu vois, pendant une semaine. Genre, j'étais au bout de ma life. Mais maintenant, je pense que j'aime bien me dire, tu vois, que chaque combat, chaque galère, ça fera une bonne histoire pour plus tard. Et plus le combat est difficile, plus l'histoire, elle sera stylée, tu vois. Souvent, je pense que les gens, ils laissent l'image qu'ils ont d'eux définir ce qui va arriver, tu vois, quand ils sont face à un problème. Comme, tu vois, la perception qu'on a de nous-mêmes, elle dicte aussi notre réalité. En fait, la plupart des gens, ils n'arrivent jamais à surmonter les problèmes parce qu'ils se disent que c'est pas des gens qui savent résoudre ce genre de problème. Mais si tu te dis que tu es quelqu'un, tu vois, qui est capable de résoudre n'importe quel problème et que tu sais que globalement rien n'est insurmontable, bah en fait, tu vas développer une sorte d'assurance et de sérénité qui va te permettre, tu vois, de passer des caps avec ta boîte. En gros, chaque petite victoire que tu vas réussir à accomplir,
ça va te permettre en fait de construire toute ta confiance. Et c'est vrai que maintenant, je le vois, tu vois, même quand on a des problèmes qui arrivent et qui peuvent mettre la boîte en péril, en fait, je suis beaucoup plus chill. Ça m'empêche jamais de dormir. Tu vois, je me dis juste, on va trouver une solution. Je sais pas encore ce que c'est la solution, mais je sais qu'on va la trouver. C'est comme un muscle, en fait. C'est exactement comme un muscle, ouais. Tu l'as dit, en gros, Uber, typiquement, et même l'Empire, vous avez pris des risques. Il y a un risque que tu as pris qui est assez important, c'est que tu as racheté des boîtes qui valaient plusieurs millions de dollars et ça a payé. Ça a payé, les boîtes, elles rapportent énormément d'argent aujourd'hui. Pourtant, quand tu regardais autour de toi, tu me disais qu'il y avait beaucoup de gens qui te disaient de ne pas y aller, de faire attention, qui te freinaient. Comment tu gères l'adversité quand il s'agit de prendre des risques comme ça? En fait, je pense que la plupart des gens pensent au risque que ça représente, mais moi, je pense plutôt à l'aventure, tu vois, que ça peut être. En gros, je me demande toujours si j'aimerais rencontrer, tu vois, le Guillaume du futur qui a pris ce risque. Et si la réponse c'est oui, bah en fait j'y vais. Parce que en gros, les gens qui ont peur de prendre des risques, c'est souvent, tu vois, pour deux raisons. Un, parce qu'ils ont peur, tu vois, de ce que les gens vont penser d'eux s'ils échouent. De l'échec. De l'échec, quoi. Et deux, parce qu'ils ont souvent peur, tu vois, de l'adversité et de la difficulté que ça amène, tu vois. Mais en fait, la vie, elle n'est pas faite pour être simple. En fait, les gens, tu vois, qui montent des boîtes pensent souvent, tu sais, que c'est trop long, trop dur, parce que sur les réseaux sociaux, typiquement, on a l'impression qu'il faut une nuit, tu vois, pour construire une boîte qui vaut des centaines de millions. Ah, t'as pas eu de jet privé tout de suite, toi? Non, pas tout de suite, malheureusement. T'as dû remplir le mauvais formulaire. Putain, fais chier, je me suis fait avoir à la naissance. Mais en fait, tu vois, je pense qu'on peut pas vouloir devenir un entrepreneur aguerri et en même temps éviter toute prise de risque. Je vois un peu le parallèle avec le sport, quoi. C'est comme si tu voulais avoir un physique ultra athlétique sans jamais t'entraîner. En gros, c'est impossible. Je trouve que c'est justement les difficultés qui nous rendent aussi vivants, tu vois. On n'a pas été créé pour le confort. On a été créé pour se développer, pour lutter, pour pousser les limites de ce qui est possible, en fait. Je digresse un peu, mais c'était quoi ta personnalité à l'école? Je trouve que c'est assez révélateur de regarder comment t'étais dans la cour des crés et comment l'adulte que t'es devenu. Je pense que j'ai eu plusieurs phases. Au lycée, j'étais vraiment très perturbateur. Donc, conseil de discipline, j'ai failli être renvoyé, j'ai été mis dans une classe spéciale. Genre vraiment, c'était horrible. Sinon, quand j'étais plus petit, j'étais plutôt... j'ai toujours été assez gentil, j'aimais bien tout le monde, moi je m'entendais avec tout le monde et après j'étais assez bon à l'école. Je pense que j'ai développé très tôt en fait le pouvoir de la gratification différée. En fait, si tu veux, moi j'ai habité dans un endroit, bon ça s'appelait une cité, mais globalement c'est une dizaine d'immeubles avec une cour. Et en gros j'avais un peu un deal avec mes parents depuis... que j'avais 6-7 ans, quoi, le CP. C'était si tu fais tes devoirs et que tu as des bonnes notes, tu peux aller jouer dans la cour, tu vois. Et tu peux aller avec les autres traîner, quoi. Et en gros, moi, je rentrais et j'étais archi déter, tu vois, pour toujours faire mes devoirs, mais de la bonne façon, pour avoir des bonnes notes. Et en fait, après, ça me permettait de m'amuser avec mes potes, tu vois. Et la gratification différée, c'est exactement ça, quoi. C'est tu fais un truc qui est inconfortable, en l'occurrence les devoirs, pour pouvoir profiter par la suite. Et ça, tu vois, c'est un truc que je faisais, alors que tu avais des gens qui étaient plutôt, ils rentrent de l'école et ils préfèrent jouer direct. Eux, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est le plaisir à tout prix. Ouais. Et quand ils doivent faire les devoirs le soir avant de se coucher, en fait, ils ont la flemme et ils les font pas, tu vois. Et alors que moi, c'était l'inverse. Intéressant. Tu l'as dit, t'es né dans une espèce de cité. Après, t'as fini par lancer Lemlist. Lemlist, ça opère toujours sur un marché qui est hyper concurrentiel. Donc, tout le monde t'a dit, c'est saturé, ça marchera jamais. T'es le millième à avoir l'idée, tu vas échouer. Bon, finalement, aujourd'hui, tu fais 28 millions d'euros de revenus récurrents, ce qui est délirant. 10 millions d'EBIT, ce qui en gros veut dire 10 millions de profits. Qu'est-ce que tu t'es répété toutes ces années quand t'avais les gens quand t'entendais la rengaine, le refrain de tu vas échouer, en gros, t'es une merde. Ouais. Si je résume. Si je résume, c'est un peu ça. Mais ce qui est clairement ça. Mais en fait, moi, je me suis toujours dit, tu vois, que j'avais une chance énorme. Je pense que je suis quelqu'un, une de mes caractéristiques, c'est que je suis très optimiste et j'ai toujours été ultra optimiste. Ça, c'est pas quelque chose que t'as travaillé. Ça, c'est un talent quand même. Je pense que ça se travaille, l'optimisme. Tu vois, c'est toujours essayer de voir le côté positif. Et en fait, je pense que tu développes de l'optimisme quand t'as des gens qui le sont pas forcément autour de toi. Je pense que quand t'es souvent qu'avec des optimistes, tu vois, il y a forcément quelqu'un qui doit avoir le rôle et qui doit se plaindre. Et moi, j'ai grandi avec des gens, tu vois, qui étaient pas forcément très optimistes, pas toujours joyeux. Du coup, tu vois, c'est un truc où j'avais pas envie de vivre ça, tu vois. Donc, moi, je me suis toujours dit qu'il y avait des choses plus cool à aller faire, il y avait des choses à créer, des choses positives. Et en fait, tu vois, je pense que t'as des gens globalement qui se plaignent tout le temps. T'as des gens, tu vois, typiquement qui vont se plaindre quand le métro est en panne parce qu'ils doivent marcher 20 minutes. Alors que, en fait, si tu regardes, t'as des gens, en fait, qui pourront plus jamais marcher de leur vie, tu vois. Après, t'as des gens aussi qui se plaignent, tu vois, quand ils commandent un plat et que c'est pas à leur goût, tu vois, même s'ils sont dans un bête de resto. Alors que... T'es en train de me décrire, là. Ouais, alors que t'as des gens, tu vois, qui meurent de faim. Donc, j'ai pas envie, tu vois, non plus de faire le truc...
drama queen et tout, tu vois. Mais en fait, dans la vie, pour moi, tout est une question de perspective. Et je pense, en général, on oublie trop rapidement que pouvoir se lever chaque jour, être en bonne santé, en fait, c'est ça le plus important. Je pense que quand tu es entrepreneur, en plus, tu vois, tu as la chance ou même le luxe de mener la vie, tu vois, que tu as décidé de mener. Au début, c'est sûr, je faisais pas d'argent, je mangeais des pastas, je galérais. C'était ma meuf de l'époque qui payait le loyer. Mais en fait, je considérais quand même que j'avais énormément de chance parce que je bossais, tu vois, sur un projet qui me passionnait. J'avais la chance d'apprendre énormément, de rencontrer plein de personnes différentes, de devenir aussi, tu vois, une meilleure version de moi et surtout de devenir quelqu'un que j'imaginais même pas pouvoir devenir, tu vois. Et je pense que quand, tu vois, tu optimises toutes tes décisions de vie en fonction de la personne que tu pourrais devenir, en fait, tu vis une vie qui est assez incroyable. Et à ce moment-là, je pense que peu importe ce que les gens disent, au fond de toi, bah en fait, tu sais pourquoi tu fais tout ça et du coup, t'as pas besoin de l'approbation des autres, quoi. Il y a un proverbe qu'on utilise beaucoup, c'est de dire qu'on est la somme des gens qui nous entourent. Je pense que toi, tu t'entoures beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs à succès, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers. C'est quoi les points communs que tu observes chez eux? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a 3 qualités essentielles, je dirais. Résilience, autodiscipline et optimisme. La résilience est souvent associée, tu sais, à la phrase de Nietzsche, en gros, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Mais de mon expérience, je pense que pour ces entrepreneurs, l'échec, en fait, c'est seulement une opportunité de recommencer de façon plus intelligente. C'est un apprentissage constant et donc tu n'as pas forcément, tu vois, la notion de souffrance que beaucoup de personnes associent à la résilience. Et ça, je pense que, tu vois, c'est une nuance qui est quand même assez importante. Parce que pareil, tu vois, la souffrance, ça reste une perception cognitive. Quand tu te dis ce qui nous tue pas nous rend plus fort et que tu associes ça à de la souffrance, ça fait un peu peur. Alors que si tu te dis que c'est un apprentissage, bah en fait, tu vois ça de façon ultra positive et tu te dis que c'est OK, tu vois. Comme quand tu fais du sport et que tu commences à avoir des douleurs musculaires. Si le lendemain, par exemple, tu as des courbatures, tu peux te dire j'en ferai jamais. Ou tu peux te dire, bah non, tu vois, c'est mes muscles, tu vois, qui sont en train de se reconstruire, qui ont bien travaillé et c'est positif, tu vois. Ensuite, tu vois, pour l'autodiscipline, c'est assez classique, mais si tu veux des résultats que seul le top 1% ou 0,01% de la population peut obtenir, bah en fait, tu es obligé de faire ce que 99% des gens feront jamais. Et l'optimisme, parce que c'est la forme, je pense, la plus pure de courage. En fait, l'optimisme, pour moi, c'est la meilleure manière de voyager et d'embarquer avec soi des gens qui sont brillants. En gros, être optimiste, la façon dont je le vois, c'est connaître tous les défauts du monde, mais décider consciemment d'y voir que les qualités. Pour qu'un rêve, en gros, il puisse se réaliser, il faut d'abord qu'il existe et qu'il vive aussi un peu dans notre tête. Et je pense qu'on a tous besoin, tu vois, de plus de positivité dans notre vie, comme on le disait juste avant. Donc les optimistes, en gros, ils arrivent souvent plus à convaincre les gens parce qu'en gros, c'est un peu les bâtisseurs de rêves, quoi. C'est vrai. Il y a Schwarzenegger qui disait que quand il vivait dans son petit village, dans le Tyrol, en Autriche, il se voyait président des États-Unis. Ou en tout cas, il se voyait Monsieur Univers. Et il l'est devenu plein de fois après. Ouais. Donc, ça marche. Et c'était vraiment un truc, la visualisation, c'est un vrai sujet. Bon, toi, t'es un optimiste, tu nous l'as dit. Il y a quand même des moments, en gros, tu t'es pris des claques monumentales. Tu as dit des moments où la boîte a failli couler. Comment tu fais dans ces moments-là pour pas te décourager, pour quand même garder le cap? Et aussi parce que t'emmènes une équipe, donc tu peux pas perdre la face devant eux. J'aime bien l'analogie du GPS. Quand tu vas d'un point A à un point B sur Google Maps, il te dira jamais genre tu t'es trompé, t'es trop nul, tu vois, si tu t'es trompé de route, quoi, si t'as loupé une sortie d'autoroute. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va juste recalculer le nouvel itinéraire afin que tu puisses arriver à la destination. Et pour moi, en fait, c'est la même chose dans la vie, tu vois. Quand tu penses en fait que tu es sur la mauvaise route, c'est peut-être en fait que tu as juste pris une déviation. Peut-être que ça va te prendre plus de temps avant d'atteindre ton objectif, mais ça peut aussi être une opportunité pour toi d'apprendre quelque chose de nouveau, de rencontrer des gens stylés. Enfin, le plus important, en gros, c'est continuer d'avancer. Et quand tu y penses, en fait, pour atteindre un objectif, tu as un nombre de chemins un peu infini. Et chaque erreur, pour moi, elle fait partie de l'aventure. Donc, à partir du moment où tu apprends toujours de nouvelles choses et que tu continues d'avancer, bah, tu es sur la bonne route. Question bonus. Est-ce que le toi d'il y a 10 ans, il imaginait avoir la vie que tu as aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours aspiré à des choses plus grandes que ce que je laissais paraître ou penser. Il y a beaucoup d'objectifs que j'ai gardés pour moi au fond de ma tête. Il y a beaucoup de choses que j'ai visualisées. Ça peut paraître con et en fait, à l'époque, j'avais limite un peu honte de ça. La visualisation, je voyais ça en fait comme un outil qui était utilisé par ce que je vais appeler les you-you-ya-ya, donc tu sais, les influenceurs bien-être, etc., qui racontent beaucoup de conneries tout le temps. Et en fait, quand j'ai lancé l'Emlist après avoir échoué pendant 2 ans plein de projets, j'avais encore cette envie d'atteindre un objectif qui représentait le succès financier pour moi, qui était de devenir millionnaire avant 30 ans, tu vois. Et c'est un truc auquel j'avais pensé, que j'avais visualisé, où j'avais bien décortiqué, tu vois, à quoi ça devait ressembler en termes de clients, de chiffre d'affaires, tout ça.
Et je sais qu'au fond de moi, plus on avançait, plus je me disais que c'était possible, tu vois. Et je pense que quand tu te rends compte qu'un objectif, il est atteignable ou il est à portée de main, en fait, c'est là où potentiellement tu passes à l'autre objectif d'après, tu vois. Et tu deviens de plus ambitieux. Donc, est-ce qu'il y a 10 ans, je pensais que la vie que j'aurais aujourd'hui, ça serait celle-là? Je pense pas, tu vois. Je visualisais du succès, je visualisais, tu vois, d'être un entrepreneur qui a réussi. Là, tout ce qui est arrivé, bah, tu vois, c'est une chance énorme et je suis super content, tu vois, et j'ai beaucoup de gratitude. Mais par contre, je pense que il y a quelques années après avoir lancé Lemlist, bah, je voyais, tu vois, que je pouvais aller beaucoup plus loin. Et là, aujourd'hui, je vois aussi que je peux aller encore plus loin et c'est ça qui est cool, tu vois. Pour moi, tu as un peu cette vision aussi, tu sais, de la montagne dans la vie, tu vois. Donc, c'est une ascension. Donc, il y a de la difficulté, c'est dur d'aller en haut de la montagne. Et en fait, quand tu arrives en haut de la montagne, bah, souvent, tu te rends compte que derrière, tu as plein d'autres montagnes. Et donc, tu as deux choix, tu vois. Soit tu te dis, je suis en haut de la montagne et c'est bon, tu vois, ma vie, elle est terminée, je peux kiffer la vue. Soit tu te dis, en fait, non, ma vie, c'est pas ça, tu vois. Ma vie, c'est, oui, il faut profiter de la vie, il faut profiter de ce que tu vois autour de toi, c'est magnifique, de l'effort et tout. Mais en fait, c'est la suite, tu vois. Il faut aller voir d'autres montagnes, voir à quoi ça ressemblera là-haut, faire des chemins, des aventures, des rencontres. Et c'est ça qui est motivant. C'est un bon point. Je pense qu'il faut vraiment profiter du chemin et pas juste rêver de la destination. C'est clair. Mais ça, tu t'en rends compte, je pense. Quand t'es dedans. Quand t'es dedans, ouais. Et quand t'as atteint un objectif qui avait énormément d'importance pour toi. Tu vois, moi, l'argent, c'était vraiment important. Et en fait, c'est quand j'ai atteint cet objectif de devenir multimillionnaire que je me suis dit, en fait, que c'était pas si important. Et évidemment, tu vois, c'est très facile à dire quand t'as de l'argent. C'est un truc de riche, Non, mais c'est clair. Mais en fait, est-ce que l'argent, c'est important? Oui, tu vois, enfin, genre, clairement. Mais est-ce que c'est ce qui va te rendre heureux et ce qui va... tu vois, l'argent, en fait, ça va résoudre des problèmes qui sont liés à l'argent. Donc oui, tu vois, ça va t'enlever plein de problèmes parce qu'il y a plein de problèmes liés à l'argent. Mais ça t'amènera jamais tout ce qui est nécessaire au bonheur, tu vois, qui sont des choses beaucoup plus internes. L'argent, c'est très externe, quoi. Merci Guillaume. Bah, merci à toi.